Dans la salle de réunion, il y avait un gobelet de café froid que personne n'avait fini. Céleste le fixait pour éviter de regarder son directeur. Quand il a dit « Le rapport ne sera pas transmis », elle a serré ses mains sous la table. 4 mois de données. Des taux qui dépassèrent les seuils. Des familles qui vivaient à côté de ces champs. Alors je franchis la porte, elle a dit. 1 heure après, un agent la raccompagnait avec un carton. Ses collègues regardèrent leurs chaussures. Ce qu'on lui a laissé, une serre abandonnée, des carnets d'une femme que le village trouvait bizarre, et un chien qui restait. Dans ce qui ne valait rien, il y avait quelque chose qu'elle ne cherchait pas encore. Si vous avez déjà tout perdu sauf ce que vous étiez, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous et dites-moi, quelle est la chose que vous n'avez jamais pu abandonner? Il y avait une odeur de café froid dans la salle de réunion. Céleste l'avait remarqué en entrant, et elle ne l'avait plus quitté des yeux depuis. Le gobelet en carton posé sur le bord de la table, à moitié plein, appartenant à quelqu'un qui était parti précipitamment. Elle fixait ce gobelet parce qu'elle ne voulait pas regarder son directeur. Gilles Marchand avait les mains à plat sur la table. C'était un homme qui aimait poser ses mains à plat. Elle l'avait toujours trouvé vaguement menaçant dans ce geste, comme s'il mesurait quelque chose d'invisible. Il avait attendu qu'elle s'assoie. Il avait regardé par la fenêtre 1 seconde, vers les toits de Grenoble gris sous le ciel de novembre, et puis il avait dit, d'une voix très calme, « Le rapport ne sera pas transmis ?» Elle avait levé les yeux. « Le rapport » avait-elle répété. « Ton rapport, sur les données de résidus. Il ne sera pas transmis à l'agence. » Céleste avait posé ses 2 mains sur ses genoux, sous la table, là où personne ne pouvait les voir. Elle avait passé 4 mois sur ce rapport. 4 mois de données comparées, de relevés terrain, de courbes qui ne mentaient pas. Les taux de résidus de chlorpyrifos dans 3 parcelles expérimentales dépassèrent les seuils réglementaires de 40%. L'entreprise le savait. Elle avait les notes de réunion. Elle avait les échanges de messagerie interne que personne n'avait songé à lui cacher, parce que personne n'avait imaginé qu'elle irait aussi loin. Ils l'avaient tous sous-estimée d'une façon précise et humiliante. Ils l'avaient vue comme une technicienne consciencieuse, pas comme quelqu'un qui tirerait la conclusion logique de ce qu'il avait trouvé. Elle avait pensé être protégée. La loi Sapin 2 protégeait les lanceurs d'alerte. Elle avait relu les textes. Elle connaissait ses droits. Elle avait même, à un moment de naïveté qu'elle ne s'était pas encore pardonnée, pensé que son directeur lui serait reconnaissant de lui avoir signalé le problème avant qu'il devienne public. « Je comprends », avait-elle dit. « Et si je transmets moi-même à l'agence ?» Marchand n'avait pas changé d'expression. Il avait juste déplacé légèrement ses mains, comme on repositionne une pièce sur un échiquier. « Dans ce cas, tu n'es plus employé ici quand tu franchis cette porte. » Elle avait regardé le gobelet de café froid. Elle avait pensé à ses 5 ans dans cette entreprise, à ses analyses qui avaient redessiné 2 protocoles de culture, à sa réputation de rigueur que ses collègues citaient dans leurs propres rapports, parfois sans la nommer. Elle avait pensé à la parcelle expérimentale numéro 3 dans la plaine de la Bièvre, où des familles vivaient en bordure des champs et où les enfants jouaient dans les fossés de drainage en été. Elle avait pensé aux chiffres, 40% au-dessus du seuil. Ce n'était pas une anomalie de mesure. Ce n'était pas une erreur de calibration. C'était une réalité que quelqu'un avait décidé de ne pas voir. Elle avait pensé à tout ça avec une étrange précision, comme si son cerveau prenait des photos de chaque détail avant que quelque chose s'éteigne. Puis elle avait dit « Alors je franchis la porte. » Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la vitesse. 1 heure plus tard, un agent de sécurité l'accompagnait jusqu'à son bureau pour qu'elle récupère ses affaires personnelles. Le processus était rodé, carton fourni par l'entreprise, surveillance discrète, chemin direct vers la sortie. Ses collègues ne leveront pas les yeux. Ceux qu'elle croisait dans le couloir regardèrent leur téléphone ou leurs chaussures avec une application inhabituelle. Celui qu'elle considérait comme son ami le plus proche, Théo, qui déjeunait avec elle 2 fois par semaine depuis 3 ans et qui avait lu des versions préliminaires de son rapport en lui disant que c'était du bon travail, s'était levé pour aller chercher un document dans l'imprimante au moment où elle passait devant lui. Il n'était pas revenu avant qu'elle soit sortie de la salle. Elle avait porté son carton jusqu'à la sortie.
Pastou l'attendait dans la voiture, sur le siège passager, et quand elle avait ouvert la portière, il avait posé sa grande tête grise sur son épaule, sans un bruit. Il pesait lourd et chaud contre elle. Elle avait mis quelques secondes avant de démarrer. Elle avait conduit jusqu'à Grenoble sans s'arrêter. Elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de son père. Bruno Mornay vivait dans le même appartement depuis 22 ans. 3e étage d'un immeuble années 70 dans le quartier de l'Abbaye. Il avait été mineur jusqu'à la fermeture de la mine, puis agent de maintenance dans une usine textile, puis rien du tout depuis 7 ans. Il portait sa retraite comme une blouse de travail, avec une certaine dignité mécanique, sans trop se demander ce qu'il en pensait. Il regardait le sport le soir. Il faisait sa vaisselle le matin. Il n'avait jamais appris à faire autrement que d'une certaine façon, et cette façon lui suffisait. Il avait élevé Céleste seul depuis ses 12 ans, quand sa mère était partie pour Lyon, avec un homme qui travaillait dans l'assurance. Il ne parlait pas beaucoup de ça. Il ne parlait pas beaucoup de grand-chose. Ce qui avait fonctionné entre eux pendant toutes ces années, c'était moins les mots que la constance. Il était là quand elle rentrait, il y avait à dîner, les feuilles de cours étaient signées. C'était son langage, et elle l'avait appris assez tôt pour ne pas en attendre d'autres. Elle lui avait expliqué en 20 minutes. Le rapport, les données, Marchand, la porte. Il l'avait écouté debout dans sa cuisine, les bras croisés, sans l'interrompre. Elle voyait à la façon dont il tenait les mâchoires qu'il pensait déjà quelque chose, mais il attendait qu'elle finisse. Quand elle avait fini, il y avait eu un silence. Pas le silence de quelqu'un qui réfléchit. Le silence de quelqu'un qui a déjà conclu. « Tu as craché dans la soupe ?» avait-il dit. Elle n'avait rien répondu. On ne mord pas la main qui te nourrit, Céleste. C'est aussi simple que ça. Tu avais un bon travail, un vrai travail, et tu as voulu faire la maligne. Ce n'était pas simple. Rien n'était simple dans cette affaire. Il y avait des familles dans la plaine de la Bièvre, et des chiffres qui ne mentaient pas, et une loi qui était censée protéger les gens qui disaient la vérité. Mais elle n'avait pas les mots pour le lui expliquer, et elle ne savait pas si elle en avait envie, parce qu'elle savait que les mots n'atteindraient pas ce qu'il fallait atteindre, que son père n'entendrait pas ce qu'elle voulait dire, mais ce qu'il était capable d'entendre, et que ça ferait plus mal encore. Elle avait dormi dans sa chambre d'enfant, qui servait de débarras depuis 10 ans, sur un matelas qu'il avait sorti du placard sans qu'elle lui demande. Pastou s'était installé en travers de la porte comme une barricade vivante. Les 3 semaines suivantes avaient une texture particulière. Cotonneuse, grise, sans contour. Elle avait déposé un dossier auprès du défenseur des droits. Elle avait contacté un avocat spécialisé qui lui avait dit que son dossier était solide, mais que les procédures prenaient du temps. Beaucoup de temps. Et qu'il faudrait tenir. Elle avait relu ses relevés de compte. Elle avait regardé Pastou dormir. Elle avait mangé des soupes en boîte parce qu'elle n'avait pas le courage de cuisiner pour une personne. Elle avait commencé un tableau de suivi de ses dépenses et l'avait abandonné après 2 jours parce que les chiffres qu'elle y voyait lui donnaient une nausée froide. Son père ne lui avait plus reparlé de l'affaire. Il la regardait parfois avec quelque chose qu'elle ne savait pas nommer précisément. Pas de la colère, quelque chose de plus discret et de plus douloureux. De la honte, peut-être. Pas la sienne propre. La sienne à lui, pour elle, comme si la situation de sa fille renvoyait à quelque chose dans sa propre histoire qu'il avait toujours voulu éviter. L'idée que travailler bien et honnêtement ne protège pas nécessairement, et que cette idée était insupportable parce qu'il avait bâti dessus tout ce qu'il avait construit. Un soir de novembre, il avait frappé à la porte de sa chambre. Il était entré sans attendre qu'elle réponde, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il s'était assis sur le bord du lit, et il avait gardé les mains sur les genoux un long moment avant de parler. « Tu ne peux pas rester ici indéfiniment, avait-il dit. Elle avait failli répondre quelque chose, mais quelque chose dans sa voix l'en avait empêché. Il ne criait pas, il ne récriminait pas. Il était juste là, lourd et maladroit, avec cette façon à lui d'exprimer les choses difficiles, en disant la chose la moins difficile possible, comme si les vrais mots étaient derrière ceux-là et qu'il ne savait pas les atteindre. « Je sais, avait-elle dit. Elle était partie le lendemain matin avec une valise, le sac de Pastou, et une enveloppe que lui avait remise le notaire de Lauzet-sur-Drac 3 semaines plus tôt,
qu'elle n'avait pas encore ouverte. Elle avait attendu le bus dans le froid, Pastou assis à côté d'elle sur le banc comme un compagnon de voyage habitué au départ. Elle n'avait pas regardé les fenêtres de l'appartement de son père. Elle avait ouvert la lettre dans le bus avec Pastou calé contre sa cuisse, les oreilles dressées vers la vitre où défilait la banlieue de Grenoble. La lettre était courte. Jacqueline Mornay, dite Mamie Jacques, avait légué à sa petite-fille Céleste une propriété sise à Lauzay-sur-Drac, Hautes-Alpes. Une parcelle de terrain de 2700 mètres carrés avec une serre attenante, en l'état. Il y avait les coordonnées du notaire, une adresse et un post-scriptum que le notaire avait recopié tel quel depuis les instructions de la défunte. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est solide. Fais-en ce que tu peux. Céleste avait replié la lettre. Elle pensait à sa grand-mère, une femme qu'elle n'avait pas vue depuis 7 ans, depuis un été où elle avait 19 ans et où elle avait passé 2 semaines à Lauzay à aider dans le jardin. Des semaines qui lui paraissaient maintenant très lointaines et très lumineuses à la fois. Mamie Jacques était petite, sèche, avec des mains toujours noires de terre, et une façon de regarder les plantes comme si elle lui disait quelque chose qu'elle seule entendait. Pastou regardait toujours par la fenêtre. Les montagnes approchaient, bleutées dans la brume de novembre. Elle ne savait pas encore si elle allait pleurer ou s'endormir. Elle s'était endormie. La pluie avait commencé quelque part entre Corps et Pont du Fossé. Quand le bus avait déposé Céleste au carrefour de Lauzay, il tombait une pluie fine et froide, horizontale, qui s'infiltrait sous le col et mouillait les chaussures en 10 secondes. Il n'y avait pas de taxi. Le village était à 800 mètres à pied sur une route qui montait régulièrement. Elle avait hissé sa valise sur une épaule, coinçait le sac de Pastou sur l'autre et avait marché. Le chien trottait à côté d'elle, le museau légèrement levé, enregistrant les odeurs du lieu avec une concentration professionnelle. Le village de Lauzay-sur-Drac était petit, 200 habitants, peut-être moins en hiver. Des maisons en pierre, des toits en tuiles sombres, une église dont l'horloge indiquait l'heure juste 2 fois par jour. Une boulangerie, un café-tabac, un cabinet médical. À 800 mètres au-dessus de la mer, dans la vallée du Drac, entre des pentes boisées qui montaient jusqu'à des alpages invisibles sous les nuages bas de novembre. Un endroit qui avait la solidité calme des endroits où le temps passe différemment. L'adresse indiquée menait à une impasse en bordure du village, là où les maisons s'arrêtaient et où commençait quelque chose de moins organisé. Des haies, des clôtures en fil barbelés, un chemin de terre. La serre était là, derrière un portail en fer rouillé, qui résistait à l'ouverture avant de céder avec un bruit sourd et définitif, comme une porte qu'on n'avait pas franchie depuis longtemps. Céleste s'était arrêtée. Elle avait connu des serres abîmées. Dans ses années de terrain, elle avait vu des structures laissées à l'abandon, des châssis tordus, des panneaux effondrés. Ce qu'elle avait devant elle dépassait ce qu'elle avait imaginé. La moitié des vitres étaient brisées ou absentes, remplacées par des morceaux de polyane vieillis et jaunis. Le métal de la structure portante était mangé de rouille sur les joints, les soudures, les angles. Mais elle avait plissé les yeux malgré la pluie, parce que c'était son réflexe d'agronome d'aller à l'essentiel. Les montants principaux tenaient. La structure verticale était droite. Le toit avait un affaissement à l'est, pas critique, compensable avec du bois de charpente. La porte d'entrée était une planche de bois clouée sur un cadre en aluminium, et elle s'était ouverte sans effort. À l'intérieur, il faisait étrangement moins froid. Le sol était en pierre, des dalles irrégulières mais jointées serrées, et sous ses semelles, elle sentait quelque chose de stable, quelque chose qui avait été posé pour durer. Elle avait fait le tour lentement, la lampe de son téléphone dans la main. Des bacs de culture vides empilés le long du mur nord. Un vieux système de goutte à goutte en plastique rigide, partiellement démonté mais dont les tuyaux principaux semblaient intacts. Une table de travail en bois massif, avec des taches de terreau et de produits de traitement incrustés dans le bois, solide malgré les années. Un poêle à bois dans le coin nord-ouest, avec un conduit qui traversait le toit. Elle ne savait pas si le conduit était encore étanche, mais le poêle lui-même semblait utilisable, sans rouille visible sur le foyer. Les os sont bons, avait-elle pensé.
C'était le terme qu'elle utilisait pour les sols et les structures sur lesquelles elle travaillait. Quand les fondations tiennent, quand les lignes sont droites, quand l'essentiel n'a pas cédé, les os sont bons, le reste est du travail. Pastou avait disparu. Elle l'avait cherché des yeux et l'avait trouvé au fond de la serre, dans un espace derrière les bacs empilés, là où quelques planches disjointes formaient une sorte de niche entre la structure et le mur de pierre du fond. Un espace sombre, protégé du vent, avec une chaleur légèrement différente qui venait peut-être du mur de pierre. Il s'était allongé là, le menton sur les pattes, et il la regardait avec cette expression calme et définitive qu'elle connaissait bien. Il prenait souvent des décisions à sa place, et elles étaient presque toujours bonnes. Elle n'avait pas protesté. Elle avait posé sa valise sur la table de travail, et elle avait fait le tour du terrain sous la pluie, les bottes dans la terre gorgée d'eau. La parcelle était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé depuis la lettre du notaire. Il y avait des arbres fruitiers en bordure, des pommiers, un prunier, et au centre exact de la cour, un vieux poirier aux branches épaisses et tordues qui avait l'air d'avoir été planté là avant toute autre chose, comme si on avait construit autour de lui. Sur le côté sud, ce qui avait dû être des massifs d'herbes aromatiques était reconnaissable à leurs tiges mortes encore debout dans le gel de l'automne. Les squelettes secs du serpolet, de la sauge, de ce qui ressemblait à de la mélisse. Elle était revenue à l'intérieur et elle avait sorti son carnet. Elle avait commencé à noter. Pas des émotions, des données. Surface utile estimée, point d'eau, orientation par rapport au soleil, état de la structure, liste provisoire des besoins en matériaux. Elle travaillait et la pluie tambourinait sur les vitres qui restaient. Et Pastou dormait dans sa niche. Et quelque chose dans ce bruit et cette chaleur relative et cette tâche précise à accomplir lui permettait de ne pas penser à autre chose. Elle travaillait depuis 1 heure quand elle avait entendu des pas dehors, puis le portail qui grinçait. L'homme qui avait poussé la porte était grand, carré d'épaules, avec une veste en laine bleue trempée de pluie, et un sourire qui semblait naturel sur son visage comme quelque chose qui y avait toujours habité. 55 ans, peut-être 60. Le teint de quelqu'un qui passe ses journées dehors. Il avait regardé autour de lui, regardé Pastou dans sa niche, regardé Céleste debout avec son carnet, et il avait dit bonjour simplement, du ton de quelqu'un qui arrive chez un voisin qu'il connaît depuis longtemps. Rémi Faure. Je suis le voisin. Mon terrain commence de l'autre côté du mur au fond, et j'ai une cour qui donne sur votre poirier. Je connaissais Mamie Jacques depuis 20 ans. Je l'ai vue diminuer ces 2 dernières années. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais. Les courses, le bois, des fois juste passer voir si tout allait bien. Elle parlait de toi? Céleste avait refermé son carnet. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était si malade. Rémi avait haussé les épaules, pas avec indifférence mais avec une compréhension particulière, celle de quelqu'un qui a regardé de près comment les vieux de la montagne gèrent de ce qui les diminue. Elle était comme ça. Elle réglait ses affaires elle-même, elle ne demandait rien. Je pense qu'elle ne voulait pas que tu viennes pour t'occuper d'elle. Elle voulait que tu viennes pour autre chose. Je suis venu voir si tu avais besoin de quelque chose pour commencer. J'ai une brouette, des outils de base, du bois de coffrage qui traîne dans ma grange depuis des années. Elle avait failli refuser. Elle avait le réflexe de refuser quand on lui proposait de l'aide, sans qu'elle en ait demandé. C'était une constante chez elle, elle le savait. Un réflexe formé assez tôt dans une enfance où dépendre de quelqu'un s'était souvent avéré décevant. Faire seul garantissait que personne ne pouvait lui reprocher le résultat, et que personne ne pouvait non plus retirer ce qu'il avait offert. Mais elle avait regardé les vitres brisées par lesquelles le vent entrait en sifflant, et elle avait mesuré ce que ça représenterait de les calfeutrer seule, sans véhicule pour aller chercher les matériaux, sans connaître les fournisseurs locaux, sans savoir encore ce que les hivers étaient ici. La brouette, oui, avait-elle dit. Si tu veux bien. Il était revenu le lendemain matin avec la brouette, du contreplaqué, des tasseaux de bois et un thermos de café qu'il avait posé sur la table sans commentaire. Ils avaient travaillé en silence pendant l'essentiel de la matinée, et Céleste avait réalisé que Rémi connaissait le bâtiment mieux qu'elle. Il savait où Mamie Jacques rangeait ses vis. Il savait où le tuyau d'arrivée d'eau gelait en hiver et comment l'en empêcher. Il connaissait le tour du conduit du poêle et pouvait dire d'un coup d'œil si le tirage était encore bon.
il travaillait vite, avec une économie de gestes qui venait de l'habitude, et il ne posait pas de questions sur ce qu'elle comptait faire de l'endroit. Il laissait ça venir ou ne pas venir. Ce soir-là, Céleste avait gonflé son matelas de camping dans la serre. Elle avait allumé le poêle, le conduit tenait, le tirage était bon, la chaleur était montée en 20 minutes dans l'espace réduit. Pastou s'était installée dans sa niche au fond. Elle s'était allongée avec son carnet posé sur la poitrine et elle avait regardé le plafond de verre dépoli par la condensation. Elle n'avait pas pleuré. Pour la première fois depuis des semaines. Novembre avait avancé dans la même lumière courte et froide. Puis décembre était arrivé avec son froid sec et ses journées de 7 heures. Et Céleste travaillait du lever au coucher du soleil, et souvent au-delà, à la lampe frontale qu'elle avait achetée à la quincaillerie de Gap. Ses mains, qui n'avaient connu ces dernières années que des claviers et des dossiers et des stylos, avaient appris à tenir un tournevis à impact, à plier du film plastique sans le déchirer, à souder 2 tuyaux d'irrigation avec une résine époxy qui prenait dans le froid si on attendait assez longtemps. Elle avait calculé ce qu'il lui restait d'argent avec la précision froide qu'elle appliquait autrefois à ses données terrain. 3 mois, peut-être 4 si elle était rigoureuse sur les dépenses. L'indemnité de licenciement était là. Elle avait gagné sur ce point, au moins. Son avocat avait obtenu le paiement. Mais ce n'était pas une fortune. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. Elle ne pouvait pas se permettre de tâtonner. Les micro-pousses étaient pas la réponse évidente pour quelqu'un dans sa situation. Elle connaissait la technique, c'était une culture qu'elle avait étudiée de loin, comme agronome, en suivant les tendances du marché de la restauration. Cycle court, 9 à 14 jours selon les espèces. Faible emprise spatiale, pas de besoin en pleine terre. Elle pouvait démarrer avec très peu. Elle avait commandé ses premières graines en ligne depuis la table de travail, en utilisant le Wi-Fi du café du village dont la boulangère lui avait donné le mot de passe le 2e jour. Tournesol, radis daikon, pois mange-tout, cresson à l'énois. Elle avait récupéré des bacs de culture en polystyrène à une brocante de Gap. 30 bacs pour 12 €. Elle avait monté le système d'éclairage LED que Rémi lui avait trouvé. 9 rampes de récupération, dont 7 fonctionnaient encore, suffisantes pour couvrir 3 niveaux de culture. Les gens du village l'avaient regardé d'abord avec la méfiance tranquille qu'on réserve aux étrangers qui arrivent sans explication apparente. Lozé-sur-Drac n'était pas un village hostile. C'était un village qui prenait son temps avant de décider ce qu'il pensait de quelque chose ou de quelqu'un. Rémi la présentait quand l'occasion se présentait, au café, à la coopérative agricole, sans forcer. La boulangère, une femme rondelette avec une permanente grise et des mains toujours enfarinées, lui disait bonjour depuis la 2e semaine, avec un sourire qui signifiait qu'elle avait décidé que c'était bien. Le vieux Fernand, qui habitait la maison en face de l'impasse et qui passait ses matinées à regarder la rue depuis sa fenêtre, avait fini par traverser la route un matin pour regarder ce qu'elle faisait dans la serre. Il avait marché lentement, avec une canne, et il avait regardé les bacs, les rampes LED, le système d'irrigation bricolé, sans rien dire pendant plusieurs minutes. Puis il avait hoché la tête 3 fois de suite, une lente oscillation du menton, et il était reparti. Rémi lui avait dit plus tard que c'était chez Fernand la marque d'approbation la plus sincère qu'on pouvait recevoir. D'autres restèrent distants. Une femme qui habitait la grande maison bleue au coin de la rue principale, Jeanne, la regardait parfois avec un léger froncement de sourcils. Pas hostile exactement, mais évaluateur. Elle avait 2 fils aux études à Grenoble. Peut-être que la présence de Céleste représentait quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à classer. Une fille de la ville qui s'installait dans les terres de montagne, et pour quoi faire, et pour combien de temps, et est-ce que ça se voyait que ça ne durerait pas? Pastou, lui, avait conquis le village à sa façon particulière. Il ne cherchait pas les caresses. Il les tolérait si on les lui offrait. Mais il ne les demandait jamais. Il n'aboyait pas. Il ne courait pas. Il se promenait aux côtés de Céleste avec une dignité silencieuse qui décontenançait les chiens des voisins et séduisait les vieux sans qu'on sache bien pourquoi. La boulangère lui avait glissé un bout de saucisson sec la 2e semaine, discrètement, comme si c'était un cadeau qu'on ne mentionne pas. Le vieux Fernand lui avait ouvert sa clôture pour qu'il explore le potager à l'abandon. Pastou était rentré avec de la terre jusqu'aux oreilles
et un air satisfait. « C'est le chien de Mamie Jacques », avait dit Rémi un soir, pendant qu'ils réparaient ensemble une fenêtre de la serre. Il regardait Pastou qui traversait la cour avec cette assurance tranquille. Quoi? Il rôdait autour de la serre depuis au moins 2 ans. Je lui donnais à manger des fois. Elle aussi, je crois. Il y avait toujours une gamelle dehors. Je n'ai jamais su d'où il venait. Il est apparu un jour. Mais il connaît chaque centimètre de cette serre. Il connaît le terrain mieux que moi. Céleste avait regardé Pastou, qui s'était arrêté précisément sous le vieux poirier et reniflait quelque chose dans la terre avec cette concentration appliquée qui était la sienne. Elle avait ramené Pastou de Grenoble il y avait 2 ans. Elle en était certaine. Elle se souvenait de la nuit où il avait gratté à sa porte, sous la pluie, dans son quartier du bas de la ville. Elle avait ses vaccins, son carnet de santé, son nom sur la médaille. Il était à elle. Elle l'avait gardé à elle depuis. Et pourtant, cette façon qu'il avait de se mouvoir dans la serre comme quelqu'un qui rentre chez lui. Elle avait secoué la tête et était retournée à la fenêtre. La première pousse verte avait pointé un matin de la 3e semaine. Un minuscule coude arqué de radis daikon, rose pâle, qui soulevait sa graine comme un haltérophile. Elle s'était arrêtée debout devant les bacs, et elle avait regardé ça un long moment sans bouger. Ses mains tremblaient légèrement, ce qu'elle ne s'expliquait pas tout à fait. Elle avait sorti son téléphone et pris une photo. Ce n'était pas de la fierté exactement. C'était quelque chose de plus primitif. La confirmation que ça pouvait marcher, que la Terre répondait encore, que ses calculs étaient justes, qu'elle n'avait pas tout perdu en franchissant cette porte à Grenoble. Elle ne rentrerait pas à Grenoble. Elle ne savait pas encore ce que ça signifiait dans ses détails pratiques. Mais elle le savait dans ses os. Elle avait une ancienne collègue, Marion, qui lui envoyait des nouvelles de l'entreprise par SMS, des messages courts, choisis avec soin, envoyés depuis son téléphone personnel et jamais depuis son poste de travail. Marion était prudente de cette façon particulière des gens qui ont compris quelque chose sur le monde et qui agissent en conséquence sans en faire un principe. Ce soir de début janvier, elle avait écrit « L'agro-holding rachète des terres dans la vallée du Drac ». J'ai entendu ça dans le couloir, une conversation entre 2 commerciaux. Je ne sais pas si ça te concerne directement. Fais attention à toi. Céleste avait lu le message 3 fois. Elle connaissait les méthodes du groupe mieux que quiconque. Elle les avait vues opérer pendant 5 ans de l'intérieur. L'identification des zones à potentiel, la pression légale sur les petits propriétaires par des voies qui restaient toujours juste en deçà de l'illégalité, les offres d'achat présentées comme des opportunités jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'on cédait avec le terrain. Elle connaissait leurs juristes. Elle connaissait leurs délais. Et surtout, elle savait qu'ils n'oubliaient pas. Elle avait transmis son rapport à l'agence. Son nom était dans le dossier public. Il savait ce qu'elle avait fait, et les gens de cette nature-là gardèrent ça quelque part, dans une colonne mentale intitulée « Problèmes à régler ». La vallée du Drac. Lauzet sur Drac. La panique était arrivée discrètement, comme toujours chez elle. Pas d'un coup, mais par infiltration, comme un froid qui entre sous une porte mal jointe. Elle avait commencé à faire des choses sans vraiment les décider. Elle rangeait ses cahiers de notes dans son sac, les relevés de culture, les calculs d'irrigation, les premières données de rendement. Elle avait sorti sa valise du dessous de la table et l'avait posée à côté du lit. Elle regardait autour d'elle pour estimer ce qu'elle pouvait emporter en 1 heure. Fuir. Recommencer ailleurs, dans un endroit qu'il ne connaissait pas encore, dans un endroit où son nom n'était pas relié à leur histoire. Elle savait faire ça. Elle avait toujours su faire ça. C'était peut-être sa compétence la plus ancienne, celle qu'elle avait apprise à 12 ans quand le monde avait changé de forme sans la prévenir. Il était 2 heures du matin. Elle avait rempli son sac à moitié. Elle avait les carnets de notes dans un côté, ses affaires personnelles dans l'autre. La serre était silencieuse et froide. Elle avait laissé le poêle s'éteindre. Dehors, le vent soufflait par rafales dans les Alpes. Elle avait entendu bouger derrière elle. Pastou s'était levé de sa niche. Il avait traversé la serre sans bruit. Ses pattes faisaient un son doux et régulier sur les dalles,
et il s'était placé dans l'encadrement de la porte d'entrée. Il était là, immobile, et il la regardait. Il ne grognait pas. Il n'agitait pas la queue. Il ne cherchait pas à lui communiquer quelque chose d'urgent. Il la regardait simplement, avec cette tranquillité absolue qui lui était propre, les yeux légèrement brillants dans l'obscurité, comme une question posée sans mots, sans jugement, sans attente de réponse. Juste la question elle-même, suspendue dans l'air froid de la serre. « Tu es sûr ?» Elle était restée debout au milieu de la serre avec son sac à moitié rempli. Elle entendait le vent dans les vitres qui vibraient sur les fréquences basses. Elle entendait sa propre respiration, trop rapide, trop courte, le signe qu'elle connaissait pour ce que c'était. La panique, pas l'instinct. La différence était importante. L'instinct l'avait protégée. La panique l'avait toujours amenée à perdre quelque chose qu'elle ne récupérait pas. Passetou ne bougeait pas. Elle avait posé le sac sur la table. Elle s'était assise sur le sol froid, le dos contre un montant de métal, les genoux remontés. Elle avait attendu. Elle n'avait pas dormi, mais elle avait attendu, et c'était différent. À l'aube, quand la lumière avait commencé à filtrer entre les vitrages neufs avec cette précision blanche du matin d'hiver en altitude, elle avait regardé ses bacs de micro-pousses, les radis à 5 jours, les tournesols à 7, les pois qui montraient leurs premières feuilles. Elle avait une commande promise dans 6 jours à un primeur de Gap. Fuir, c'était perdre tout ça. Et perdre tout ça, cette fois, ce serait différent des autres fois, parce que cette fois, ce serait elle qui aurait choisi de partir. Pas quelqu'un qui l'aurait poussée. Elle s'était levée. Elle avait remis le sac sous la table. Elle avait allumé le poêle. Elle avait fait du café. Passetou était venu s'allonger à ses pieds. Elle cherchait un plantoir depuis le début de la semaine. Elle en avait vu un lors de son premier inventaire de la serre, quelque chose de long et de métallique dans un recoin mal éclairé, et depuis, elle ne le retrouvait pas. Elle avait déplacé les bacs, les vieux pots en terre, une caisse en bois qui contenait des vis rouillées, de la ficelle de jardin et 3 bobines de fil de cuivre dont elle ne savait pas encore l'usage. Et sous la caisse, il y avait une trappe. Elle s'était accroupie. Les doigts avaient touché le bois épais, cerclé de métal noir. Elle avait cherché un loquet, n'en avait pas trouvé, pas de cadenas, pas de fermeture, juste un anneau de fonte scellé dans le bois. Elle avait tiré. Un escalier de 4 marches descendait dans un cellier creusé à la main dans la roche. Pas plus grand qu'un couloir, pas plus haut qu'elle si elle se baissait légèrement. Les murs étaient en pierre sèche, joints soignés, l'ouvrage de quelqu'un qui avait su ce qu'il faisait. Il y faisait frais et sec, la roche maintenait une température constante, entre 8 et 10 degrés, idéale pour la conservation. Une lampe à pile pendait à un crochet au plafond, et quand Céleste l'avait actionnée, elle avait d'abord cru voir des livres rangés dans des caisses en bois. Ce n'étaient pas des livres, c'étaient des carnets. Des dizaines de carnets reliés en toile cirée noire, rangés debout dans des caisses, dos visible, avec une date inscrite au marqueur blanc sur chaque dos. Elle avait sorti le premier qui lui tombait sous la main. 1984. Elle l'avait ouvert debout, dans la lumière de la lampe à pile. L'écriture était petite, serrée, penchée vers la droite avec une légère irrégularité qui trahissait la rapidité. Pas l'écriture d'une femme qui écrivait pour être lue, mais l'écriture de quelqu'un qui ne pouvait pas aller aussi vite que sa pensée et qui choisissait la densité plutôt que la clarté. Il y avait des croquis au crayon dans les marges et entre les lignes, des fleurs dessinées de face et de profil, des racines, des coupes transversales de tiges, des schémas de disposition des feuilles sur la tige. Il y avait des tableaux à la règle, remplis de chiffres et de dates et d'altitudes. Il y avait des noms latins notés en italique, soigneusement. Acralea millefolium, Gentiana lutea, Arnica montana, Thymus serpillum. Elle avait ressorti un autre carnet, 1991. Le même soin, la même densité. Un croquis particulièrement précis d'une gentiane jaune, avec les cotes de chaque partie. Des observations sur la régression d'une station dans un vallon au-dessus de 1400 mètres. Puis 1978.
puis 2001. Elle avait compté les dos dans les caisses de 1974 à 2003, sans interruption. 40 ans. Sa grand-mère n'était pas une jardinière. Sa grand-mère avait cartographié les plantes médicinales des alpages de la vallée du Drac pendant 40 ans, seule, sans aide, sans financement, sans reconnaissance d'aucune sorte. Elle avait noté leurs stations avec des coordonnées et des descriptions topographiquement précises. Elle avait suivi les mêmes populations d'une décennie à l'autre, noté les disparitions et les déplacements vers les altitudes supérieures, documenté les variations de floraison liées aux températures. Elle avait comparé ces observations à des publications scientifiques qu'elle citait en notes de bas de page avec les références complètes. C'était un travail d'une rigueur que n'aurait pas renié un laboratoire universitaire. Sauf que personne à l'université n'en avait entendu parler, parce que Jacqueline Mornay était une femme seule dans un village de montagne, qui n'avait pas de diplôme et qui se fichait d'en avoir un, parce que ce qu'elle voulait savoir, elle pouvait le trouver elle-même si elle regardait assez longtemps. Céleste avait remonté les carnets un par un et les avait posés sur la table de travail, en colonne, par décennie. Elle avait fait du café qu'elle avait oublié de boire parce qu'elle lisait. Pastou était venu s'installer à côté d'elle, le museau posé sur le bord de la table, regardant les pages avec son sérieux coutumier comme s'il reconnaissait quelque chose. Elle avait lu toute la nuit. À l'aube, elle avait les mains à plat sur une page de 1987, une cartographie dessinée à la main des stations de Serpollet des Alpes, dans le secteur de la Haute-Vallée, avec des pointages qui correspondaient exactement au massif sec qu'elle avait vu sur le côté sud de la serre. Et elle comprenait quelque chose qu'elle n'avait pas encore compris. Ce n'était pas une serre ordinaire qu'elle avait héritée. C'était le point d'appui d'un travail de toute une vie. Et ce travail attendait que quelqu'un sache quoi en faire. Elle avait pris un crayon et, dans son carnet à elle, elle avait écrit 2 mots. Racine noire. Elle ne saurait pas expliquer pourquoi ce nom. Il lui était venu comme une évidence de celles qui n'ont pas besoin d'être justifiées. Les racines noires de la gentiane qui survivent sous 2 mètres de neige pendant l'hiver et remontent à la lumière en mai. La terre noire sous les dalles de la serre. Ce qui tient invisible et remonte. Le cabinet du docteur Lassalle était une maison ordinaire en bordure du village, reconnaissable à sa plaque en laiton bien astiquée et à son jardin taillé avec la précision de quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre mais qui tient à la forme des choses. Céleste avait pris rendez-vous officiellement pour un bilan de santé. Elle toussait depuis décembre, une toux sèche d'altitude qui persistait, et le prétexte n'était pas entièrement faux. Mais elle avait aussi préparé un plateau. Elle l'avait posé sur le bureau du médecin avec le soin qu'elle mettait à présenter un dossier technique. Des plantes séchées dans des petits sachets en papier, étiquetés à la main, des extraits dans de petits flacons bouchés à la cire, et 3 fiches rédigées à partir des carnets de Mamie Jacques, avec les propriétés documentées, les dosages observés, et les références aux études scientifiques publiées qu'elle avait trouvées pour valider ce que la vieille femme avait noté empiriquement. Elle n'avait pas cherché à enjoliver, elle avait présenté les données comme elle présentait toujours les données, avec leurs limites et leurs lacunes bien identifiées. Le docteur Lassalle avait regardé le plateau un long moment. C'était une femme mince d'une 50aine d'années, avec des lunettes à fine monture métallique et des mains qui bougeaient peu mais avec intention. Elle avait cet air particulier de quelqu'un dont l'approbation n'est pas acquise et qui n'en éprouve aucune gêne. « C'est votre grand-mère qui a documenté tout ça », avait-elle dit. Ce n'était pas une question. Sur 40 ans, j'ai 80 carnets dans le cellier de la serre. Edith avait pris la fiche sur le Serpollet des Alpes et l'avait lue de près, vraiment lue, avec cet examen concentré qu'on réserve aux choses qu'on prend au sérieux. Elle avait posé des questions techniques sur les méthodes d'extraction, sur les concentrations actives, sur la traçabilité des stations de récolte, sur la reproductibilité en conditions de culture contrôlée. Des questions précises, professionnelles, pas des questions polies. Céleste avait répondu précisément, sans enjoliver ce qu'elle ne savait pas encore, et sans minimiser ce qu'elle savait. « Laissez-moi ces fiches », avait dit Edith, « et revenez dans une semaine pour la toux. » 3 jours plus tard, le téléphone de Céleste avait sonné.
Edith avait une patiente souffrant de troubles du sommeil chronique, résistant aux traitements conventionnels depuis 2 ans. Elle voulait essayer le protocole à base de valériane et d'écholzia documenté dans les carnets. Elle voulait aussi une commande régulière, si Céleste pouvait tenir les volumes. Et elle voulait que ce soit propre, traçabilité complète, étiquetage précis, fiche de l'eau par récolte. Céleste avait dit oui sans hésiter. Elle avait raccroché et elle était restée immobile quelques secondes avec le téléphone dans la main, à regarder les barquettes de micro-pouces dans la lumière des LED. C'était une commande. Petite, mais réelle. Quelqu'un allait payer pour ce qu'elle cultivait. Quelqu'un avait décidé que ce qu'elle faisait avait de la valeur. C'était différent d'une donnée. Elle ne savait pas encore quoi faire avec ça, exactement, mais elle le sentait quelque part sous le sternum. Le bouche à oreille avait commencé à la façon dont les choses se propagent dans les endroits où tout le monde se connaît, par une mention, une confidence, un mot glissé en passant. Edith avait parlé à quelqu'un qui avait mentionné à quelqu'un d'autre. Et 3 semaines plus tard, un restaurant de Grenoble avait écrit pour demander des micro-pousses de tournesol et de pois pour ses assiettes du printemps. Puis un second, par le même canal. Rémi avait proposé de faire les livraisons avec sa camionnette. Il allait en ville 2 fois par semaine de toute façon. Son fils y habitait et il avait un accord avec un distributeur de matériaux de construction. Ce serait simple, avait-il dit. Pratique pour tout le monde. Il n'avait pas insisté, il avait juste proposé, et Céleste avait accepté parce que c'était la solution évidente et qu'elle avait appris à accepter les solutions évidentes quand elles se présentaient. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, dans le soulagement de ce problème logistique résolu, c'est que Rémi posait des questions précises. Pas des questions intrusives, des questions naturelles, du genre qu'un ami pose quand il s'intéresse à ce que vous construisez. Combien de barquettes par semaine pouvait-elle livrer? Quel prix elle pratiquait avec les restaurants? Quel était son ratio entre la quantité de graines utilisées et le rendement en barquettes? Si elle avait des contrats signés avec les restaurants ou seulement des accords verbaux? Si le médecin achetait beaucoup ou peu? Ce qu'elle envisageait pour l'été, elle y répondait, sans y penser. La lettre recommandée était arrivée un mardi matin de mars. L'en-tête était celui d'un cabinet juridique de Lyon, une adresse en lettres capitales sèches sur papier épais. Le contenu était rédigé dans ce style particulier des lettres légales, qui cherchent à paraître informatives, tout en étant menaçantes. Chaque phrase nominalement neutre, chaque implication suffisamment floue pour décourager la contradiction immédiate. Céleste l'avait lu debout dans la cour, le vent soulevant le bas de sa veste, les yeux qui recommençaient le 2e paragraphe parce qu'elle n'avait pas bien compris la première fois. Le groupe Agrofontaine, le nom était là, enfin nommé, celui de son ancien employeur, prétendait que les recherches botaniques menées par Jacqueline de Mornay entre 1982 et 1989 avaient bénéficié d'un financement partiel dans le cadre d'un programme agricole régional cofinancé par un organisme précurseur du groupe. Il produisait en annexe la photocopie d'une convention collective signée entre la commune de Lauzet et un organisme agricole régional en 1983, organisme qui avait depuis lors été absorbé dans l'architecture juridique d'Agrofontaine. Sur cette base, il revendiquait une copropriété sur les archives de recherche constituées pendant la durée du programme. Elle était rentrée dans la serre et avait sorti les carnets. Elle avait cherché pendant 2 heures, méthodiquement, page par page, les années 1982, 1983, 1984, 1985. Elle cherchait une mention de financement, une subvention, un accord, un remerciement à un organisme quelconque. Mamie Jacques notait tout, les conditions météorologiques, les prix des graines, les coûts des déplacements. Il n'y avait rien sur un financement extérieur. Rien qui ressemblait à une contrepartie reçue. Mais l'absence de mention n'invalide pas un document signé par des autorités compétentes. Elle était allée voir Rémi le soir même. Il avait mis du temps à ouvrir. Quand il l'avait fait, elle avait lu quelque chose sur son visage avant qu'il ait le temps de le neutraliser. Pas de la surprise. La surprise a une texture précise. Les sourcils, l'ouverture légèrement excessive des yeux.
Ce qu'elle avait vu sur le visage de Rémi pendant cette demi-seconde, c'était autre chose. C'était la résignation de quelqu'un qui attendait quelque chose. Il avait lu la lettre lentement. Quand il l'avait posée sur la table, il n'avait pas levé les yeux vers elle. « Je ne savais pas ce qu'ils allaient faire avec les informations », avait-il dit. « On m'a posé des questions sur les activités de la serre, sur les volumes, sur les partenaires sous-commerciaux. L'homme disait que c'était pour une étude sur les activités agricoles de la vallée. Je pensais que c'était anodin. Je n'ai pas imaginé qu'il y avait un lien avec... Qui t'a demandé ça? Un homme qui est passé au café, en décembre. Il m'a dit qu'il travaillait pour un cabinet de conseil en développement rural. Il était agréable, il m'a offert un verre. » Céleste ne dit rien pendant un moment. Elle regardait Rémi qui regardait la table avec la honte particulière de quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas présenter ce qu'il a fait sous un jour meilleur, parce que ce qui a été fait ne peut pas être présenté autrement que comme il est. Il ne l'avait pas trahi par malveillance. Il l'avait trahi par légèreté, par manque d'imagination, par cette facilité qu'ont les gens fondamentalement bons à ne pas imaginer que les autres peuvent être fondamentalement mauvais. C'était peut-être pire d'une certaine façon. Un ennemi déclaré, on sait comment le tenir à distance. Un ami imprudent, ça laisse un trou différent. Elle avait repris la lettre et elle était sortie. Édith Lassalle avait lu la lettre avec la même attention qu'elle lisait une ordonnance, en silence, sans changer d'expression, en notant mentalement ce qui était dit et ce qui ne l'était pas. Quand elle avait fini, elle avait posé le document sur son bureau bien à plat et elle avait dit, d'une voix très égale, « Ces gens-là ont envoyé une lettre pareille à une femme seule qui fait pousser des herbes dans la serre de sa grand-mère morte. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. » Ce n'était pas une question ni une exclamation. C'était une constatation posée là comme un fait, et dans la façon dont Édith la formulait, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la colère. Pas spectaculaire, pas démonstrative, mais ferme et froide comme la roche sous la serre. « Je connais le notaire qui a traité la succession de votre grand-mère. Est-ce qu'il y avait des papiers dans la serre ou dans la maison, en dehors des carnets? Une boîte de documents administratifs dans le tiroir de la table de travail. Des factures, des baux, des relevés de la coopérative agricole sur 20 ans. Cherche encore, avait dit Édith. Cherche partout. Pas dans les carnets, dans la structure. Dans les murs, sous les dalles, derrière les boiseries. Les huissiers étaient arrivés le jeudi. 2 hommes en veste sombre, polis et méthodiques, avec une liste de biens à inventorier sur papier officiel. Céleste avait les mains froides en ouvrant le portail. Son avocat travaillait sur une demande de suspension, mais la procédure prenait du temps et ces hommes avaient le droit d'être là maintenant. Elle les avait fait entrer dans la serre et elle avait commencé à répondre à leurs questions avec cette lenteur délibérée de quelqu'un qui cherche à se souvenir avec la précision nécessaire. Elle demandait à revoir certains documents. Elle cherchait ses notes. Elle formulait des observations sur la liste qui nécessitaient vérification. Pastou tournait dans la cour. Elle l'entendait dehors, le son de ses pattes sur les dalles, irrégulier, répétitif, qui revenait toujours vers le même point. Elle jetait des coups d'œil par la vitre. Il revenait sans cesse sous le vieux poirier. Il grattait la terre. Il s'arrêtait, il revenait. Il grattait encore avec une insistance qui n'avait rien à voir avec son comportement habituel. Elle avait dit aux huissiers qu'elle devait nourrir le chien, 2 minutes. Sous le poirier, Pastou creusait avec les 2 pattes avant en alternance, la tête baissée, les oreilles plaquées vers l'arrière. Il avait déjà ouvert un trou de 20 cm de profondeur. Elle s'était accroupie à côté de lui. Ses pattes blanches étaient noires de terre. Il n'avait pas levé les yeux, il continuait de creuser. Ce qu'il avait extrait quelques secondes plus tard était une boîte à lunch métallique, le genre qui servait aux mineurs et aux ouvriers de la génération d'avant, rectangulaire avec une fermeture à loquet, rouillée en surface mais hermétique. La rouille avait soudé le joint et protégé ce qu'il y avait à l'intérieur. Céleste l'avait ouverte avec un tournevis. Il y avait une enveloppe à l'intérieur. Papier épais, crème, jauni par le temps mais intact. Une lettre notariée avec un cachet en relief, une signature et une date 14 mars 1987. Jacqueline Mornay déclarait explicitement, dans des termes sans ambiguïté,
que l'intégralité de ses recherches botaniques, conduites depuis 1974, était menée à titre strictement personnel, sans financement d'aucune source extérieure, publique ou privée. Elle mentionnait connaître l'existence du programme agricole communal de 1983 et notait qu'elle avait refusé d'y participer précisément pour ne pas compromettre l'indépendance de son travail. Elle fournissait le nom et l'adresse du notaire qui avait établi l'acte. Maître Armand Courbier, notaire à Gap. Et en bas de l'acte, de la main de Jacqueline Mornay, en dehors du texte notarié mais sur le même document, « Mes carnets appartiennent à ma descendance. Nul autre n'y a droit. » Pastou était assis à côté du trou. Il regardait Céleste avec cette expression de quelqu'un qui a accompli ce qu'il avait à accomplir et qui attend simplement que les autres comprennent. Elle était rentrée dans la serre et avait posé la lettre sur la table devant les huissiers. Ils étaient repartis sans les carnets. Edith était arrivée 1 heure après, avait lu le document, regardé Pastou, regardé la boîte à lunch posée sur la table avec encore de la terre dessus, et elle avait sorti de son sac une bouteille de gentiane du village, une liqueur ambrée et forte, que les gens de Lauzet buvaient dans les occasions qui le méritaient. Pastou avait reçu ce soir-là une tranche entière de jambon cru que Rémi, silencieux et contrit, était allé chercher lui-même à la charcuterie. Le chien avait mangé sa tranche avec le soin et la dignité qu'il apportait à toute chose. Puis il était allé se recoucher dans sa niche. La mi-octobre en altitude a une brutalité qui surprend même ceux qui croient la connaître. Le froid descend la nuit sans prévenir, des degrés de plus que ce que les prévisions annoncent, parce que la vallée concentre le froid comme un entonnoir et parce que les satellites ne voient pas tout. Céleste avait des cultures extérieures sur le côté sud, les plants de serpolet, de thym, d'achillée issus des stations de Mamie Jacques, en pleine terre depuis août, qui représentaient 60% de son stock pour la grande commande hivernale de la chaîne de pharmacie. Elle avait signé un volume, elle avait promis une date. Le jeudi soir, les prévisions disaient -2. Elle était sortie à 16 heures avec ses bâches. À 18 heures, le vent s'était levé. À 20 heures, il faisait -5 et les bâches se soulevèrent par les coins. Elle était allée frapper à la porte de Rémi. Elle y allait moins souvent depuis janvier, depuis la trahison, mais le portail de sa grange était éclairé et il y avait encore du bruit dedans. Il lui avait ouvert la grange sans un mot et lui avait montré ce qu'il avait. 2 bâches de serre, un rouleau de voile d'hivernage, du bois de tasseau pour les maintenir. Elle avait tout pris. Elle avait couru chez Fernand qui lui avait donné 2 couvertures de laine militaire et un vieux châssis de serre en bois qu'il avait dans son appentis. Elle avait couru chez la boulangère qui lui avait donné le film alimentaire de sa cuisine et une bâche de jardin. Elle avait travaillé jusqu'à minuit dans le froid. Pastou restait à côté d'elle, pas dans les jambes, juste là. Le vent défaisait les coins qu'elle venait de coincer. Elle recommençait. Ses doigts avaient perdu toute sensibilité à 22 heures, et elle travaillait à la force du poignet, au jugé, en espérant que ça tiendrait. Au matin, la moitié des cultures extérieures étaient perdues. Elle était entrée dans la serre, et elle s'était assise sur le sol. Pas sur une caisse, pas sur la table, sur le sol en pierre froide, les coudes sur les genoux, à regarder l'espace vide devant elle. Pastou était venu s'allonger contre sa cuisse. Dehors, le soleil se levait sur les crêtes avec cette lumière d'octobre qui est belle et qui ne réchauffe rien. C'était la première fois depuis des mois qu'elle ne savait plus si elle pouvait continuer. Pas à cause des plans perdus en eux-mêmes. Elle savait calculer une perte, elle savait réajuster un plan, réduire une commande, expliquer à un acheteur. Mais parce que ces plans n'étaient pas que des plans. Ils étaient à la continuité de 40 ans de carnet. Ils étaient en ce que Mamie Jacques avait observé pendant toute une vie, et ce que Céleste avait mis des mois à apprendre à cultiver avec la rigueur que ça méritait. Les voir morts sous le gel avec quelque chose de plus personnel que la perte commerciale. Elle entendit un moteur dans l'impasse. Edith garait sa Peugeot grise en marche arrière contre le portail. Derrière elle arrivait un fourgon qu'elle ne reconnaissait pas, puis une deuxième voiture. Les portières s'ouvraient. Des gens descendaient. Fernand avec sa canne et ses bottes hautes. La boulangère avec un panier. Jeanne, la femme de la grande maison bleue qui la regardait avec méfiance depuis le début, avec 2 cadres de fenêtres en bois sous chaque bras.
Deux hommes qu'elle voyait parfois au café. Rémi, au fond, qui portait une vitre entière seule et ne la regardait pas en face. Edith avait poussé la porte de la serre. On a discuté hier soir, avait-elle dit. Fernand avait les vieux cadres de ses fenêtres qui servaient à rien dans sa grange. Avec du voile d'hivernage par-dessus, ça fait des châssis froids corrects. Les autres ont apporté ce qu'ils avaient. Céleste avait regardé ces gens dans sa cour. Elle n'avait rien demandé. Elle ne les avait pas appelés. Ils avaient décidé entre eux, la veille au soir, après s'être vus quelque part, au café peut-être, ou par téléphone, qu'elle avait besoin d'aide et qu'ils allaient en apporter. Elle s'était levée. Elle avait mis ses gants. Ils avaient travaillé toute la matinée. Fernand dirigeait la pose des châssis avec une autorité tranquille fondée sur 30 ans de jardinage en altitude. Jeanne posait le voile d'hivernage avec des gestes précis de quelqu'un qui connaît ce travail depuis l'enfance. Edith passait du café dans des gobelets en plastique. Rémi construisait vite, sans parler, sans chercher à capter le regard de Céleste. À midi, les plants rescapés étaient à protéger. La commande avait été réduite de 30%. Céleste avait appelé l'acheteur de la chaîne de pharmacie le soir même pour l'expliquer, sans chercher d'excuses, juste les faits. L'acheteur avait répondu qu'il comprenait et que la commande du printemps était maintenue. Ce soir-là, Céleste avait fait du thé pour tout le monde sur le poêle. Ils s'étaient assis dans la serre sur des caisses renversées et sur la table de travail, et ils avaient bu leur thé dans la chaleur qui montait lentement. Fernand avait raconté l'hiver de 1976 qui avait tué tous les pommiers de la vallée sauf deux, les deux qui appartenaient à la famille de Rémi, ce qui avait alimenté toutes sortes de spéculations. Jeanne avait demandé si Céleste voulait bien lui donner des graines de serpolet pour son jardin au printemps. Céleste avait dit oui. Elle avait compris quelque chose ce soir-là, assis dans la serre avec ces gens qu'elle ne connaissait pas encore très bien, mais qui étaient venus quand même. Elle n'avait pas fondé une entreprise, ou pas seulement. Elle avait fondé quelque chose qui n'avait pas de nom comptable, mais qui existait et qui tenait. Quelque chose qui se passait dans une cour en octobre quand des gens portent des cadres de fenêtres sur l'épaule pour sauver les plantes d'une autre. Le jugement était tombé un mardi de janvier, une date ordinaire qui n'avait rien d'exceptionnel dans le calendrier, mais qui avait compté différemment dans le sien. Elle avait attendu l'appel de son avocat en travaillant, elle avait appris à ne pas attendre les choses importantes en les regardant venir, parce que les regarder venir les rendait plus lourdes à porter. Le téléphone avait sonné à 11 heures. Agrofontaine retirait sa plainte. La lettre notariée de Jacqueline Mornay, confirmée par maître Armand Courbier, lors d'une déposition faite depuis son cabinet de Gap, il avait 82 ans et une mémoire parfaite pour les actes importants, était sans appel. Les archives appartenaient à Céleste Mornay, à titre exclusif, sans condition. Elle avait raccroché. Elle était restée debout dans la serre. Le soleil de janvier entrait en biais entre les vitres neuves, longs et pâles, et posait des rectangles précis sur les dalles. Elle avait pensé à sa grand-mère debout dans ce même endroit en 1987, signant une lettre chez un notaire de Gap parce qu'elle avait compris que ce qu'elle faisait avait de la valeur et qu'elle voulait s'assurer que personne ne pourrait jamais le lui prendre. Elle avait pensé à cette femme qui avait passé 40 ans à observer ce que personne d'autre ne regardait, seule, sans demander de reconnaissance, et qui avait quand même pris la peine de protéger son travail comme quelqu'un qui sait que la vérité a besoin d'être défendue. La numérisation avait pris 3 semaines, le soir après le travail, page après page sur un scanner plat acheté d'occasion. Elle n'avait pas cherché à accélérer. Chaque carnet méritait d'être traité avec soin, les pages fragiles manipulées avec les mêmes gestes qu'on utilise pour quelque chose qui ne se remplace pas. La préface était courte. Elle n'avait pas voulu qu'elle soit longue. Elle parlait de Jacqueline Mornay, pas de son œuvre, pas de ses méthodes, pas de sa rigueur scientifique. De la femme que le village avait trouvée étrange et qui n'avait jamais cherché à convaincre personne qu'elle avait raison. De quelqu'un qui avait simplement continué, pendant 40 ans, à regarder ce qu'elle regardait, à noter ce qu'elle voyait, à faire confiance à ce que ses yeux lui disaient. Elle avait publié l'intégralité de l'archive en accès libre, sous licence Creative Commons. La page d'accueil portait le nom de Jacqueline Mornay. Le sien était dans la préface, en bas, discrètement, pas par fausse modestie, mais
parce que ce n'était pas son travail qu'elle publiait. Racines Noires avait signé 2 contrats ce mois-là. La chaîne de pharmacie régionale voulait une gamme d'infusions à partir des espèces documentées dans les carnets, avec une traçabilité complète de la station de collecte à l'emballage final. Céleste avait une étudiante en agronomie qui l'aidait depuis décembre, et ensemble, elles construisaient les protocoles de traçabilité avec le soin qu'une chose pareille demande. Les 3 restaurants étoilés de Grenoble voulaient ces micro-pousses pour la saison du printemps, dans des volumes qui auraient été impossibles à tenir 6 mois plus tôt. Edith avait fêté ça à sa façon, un SMS bref qui disait « Bien joué ». 2 mots. C'était la bonne quantité. Bruno arriva un matin de mars sans prévenir. Céleste le vit depuis l'intérieur de la serre. Elle vit d'abord son ombre sur le verre, puis sa silhouette quand elle leva les yeux. Un homme grand et lourd avec un manteau sombre qui s'arrêtait au portail ouvert et regardait sans entrer. Elle s'essuya les mains sur son tablier et sortit dans le froid du matin. Ils ne dirent rien pendant un moment. Bruno regardait la serre, les vitres neuves que la lumière du matin faisait briller, les bacs qu'on apercevait à travers le verre, le poirier au centre de la cour avec ses premiers bourgeons d'un vert presque invisible, la cour propre et travaillée, les outils rangés contre le mur. Il regardait avec cette attention particulière qu'il mettait dans les choses qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il essayait de comprendre. Il entra dans la serre quand elle l'y invita d'un geste. Il tint un bac de micro-pousses mocarques de tournesol dans les 2 mains, le tint quelques secondes, le reposa soigneusement à sa place. Il regarda les rampes LED, le système d'irrigation, les carnets de Mamie Jacques empilés dans le coin. Il ne toucha pas au carnet. À un moment, il dit « Ta grand-mère aurait aimé voir ça. » Elle ne répondit pas. C'était vrai, et cette vérité avait un poids qu'il valait mieux ne pas trop remuer. Ce qu'il aurait pu dire d'autre, elle ne le saurait jamais, parce qu'il ne le dit pas. Peut-être qu'il n'avait pas les mots. Peut-être que les mots étaient là, mais qu'il ne savait pas les prononcer dans le bon ordre, ou qu'il avait peur de ce qu'ils ouvriraient une fois dit. Il était ainsi, il avait toujours été ainsi, et à 40 ans, elle avait appris à ne plus attendre de lui quelque chose qu'il ne pouvait pas donner, sans pour autant oublier ce qui manquait. Avant qu'il reparte, elle rentra dans la serre et revint avec un petit pot en terre cuite, pas plus grand qu'un verre d'eau. Un plant de serpolet des Alpes, pas des graines, pas un semis, une plante déjà constituée avec ses tiges courtes et denses et ses feuilles d'un vert sombre qui sentait fort dans le froid du matin. Elle le lui mit dans les mains sans rien expliquer. Il le regarda. Il regarda le pot, les feuilles, la terre. Il ne demanda pas ce que c'était. Il ne dit pas merci. Il mit le pot dans la poche intérieure de son manteau avec ce geste lent et soigneux qu'il avait pour les choses fragiles. Elle reconnut ce geste. Elle l'avait vu faire avec des outils de précision, avec des objets auxquels il tenait. Il repartit par l'impasse. Elle resta debout dans la cour jusqu'à ce que le son de ses pas s'efface sur le chemin. Il n'avait pas demandé pardon. Elle n'avait pas non plus. Il y a des choses que les mots ne peuvent pas faire aussi bien que ce qu'on met dans les mains de quelqu'un. L'aube de mars entrait en biais entre les vitres neuves de la serre. La lumière était longue et pâle, encore sans chaleur mais avec une précision qui annonçait le printemps, cette façon qu'a le soleil de mars de revenir sur ses pas chaque matin. Un peu plus loin, un peu plus haut, comme quelqu'un qui réapprend un chemin. Elle glissait le long des bacs alignés en rangs serrés et faisait briller les premières gouttes de condensation sur les feuilles des micro-pousses. Le tournesol, le pois, le radis rose, le basilic pourpre dont les feuilles avaient cette couleur entre le rouge et le noir qui donnait envie de les toucher. Sur la table de travail, les fiches de lot du mois en cours, les cahiers de commandes ouverts sur les semaines à venir. Dans le coin le plus éclairé, la pile des carnets de Mamie Jacques, les originaux, reliés en toile cirée noire, qu'elle gardait ici et nulle part ailleurs, parce qu'ils appartenaient à cet endroit. Pastou était allongé au centre de la serre, dans le rectangle de lumière le plus large que projetait la vitre de toit. Il avait les yeux mi-clos, les pattes avant croisées, le flanc soulevé régulièrement par sa respiration. Il avait l'air d'un animal qui a décidé une fois pour toutes que cet endroit était le sien, et que la question ne méritait plus d'être posée.
Céleste s'arrêta un moment et regarda tout ça. Elle pensa à la salle de réunion de novembre, au gobelet de café froid, à la façon dont elle avait regardé ce gobelet pour ne pas regarder son directeur. Elle pensa au bus dans le froid, à la lettre du notaire, au portail rouillé qui avait résisté avant de céder. Elle pensa à la nuit où elle avait eu son sac à moitié rempli et passe-tout dans l'encadrement de la porte. Elle pensa à une femme qui avait passé 40 ans à noter dans des carnets ce que personne d'autre ne regardait. Ce n'était pas un refuge. Un refuge est un endroit où l'on se cache en attendant que le danger passe. Et on le quitte quand le danger est passé. Ce qu'il y avait dans cette serre, ce matin de mars, avec la lumière sur les bacs et le chien dans son rectangle de soleil, et les carnets empilés dans le coin, c'était autre chose. C'était un endroit où des choses poussaient parce qu'on en prenait soin, et qui prenait soin de ce qui y poussait en retour. C'était un travail qui avait un sens qu'elle n'avait pas inventé, mais trouvé, hérité, continué. C'était une vie, pas résolue, pas parfaite, pas sans la trace de tout ce qui avait précédé. Mais une vie, avec de la terre dessous et des racines dedans et dehors, les montagnes qui regardèrent le printemps revenir comme elles le regardèrent depuis bien avant elle, et comme elles le regarderaient bien après. Elle prit son tablier sur le crochet près de la porte. Elle l'attacha. Elle alla vérifier les bacs du premier rang, les doigts effleurant les feuilles du tournesol qui montaient en rang serré dans la brume du matin. Passe-tout ferma les yeux.